Restez au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La forêt communautaire d'Afemboussou dans la préfecture de Tchamba fait l'objet d'un suivi particulier. Il est question de mettre en place une gestion durable de cette forêt pour un réel développement à découvrir dans cette édition. Les hépatites tuent et seraient plus mortelles que certaines maladies craintes comme le VIH-Sida. Ce soir, nous vous rappelons les gestes et surtout les comportements qui sauvent. Et puis c'est le 1er janvier 2022 que l'archevêque Desmond Tutu sera inhumé dans l'enceinte même de sa cathédrale à Johannesburg. Et pour l'heure, les hommages ne cessent de se multiplier. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons avec cette initiative mise en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'appui à la promotion de la meule casamançaise. De quoi est-il question? Nestor Mozo nous le fait découvrir dans le reportage qui suit. La plupart des techniques de carbonisation restent encore traditionnelles. Ces techniques constituent une source très élevée de gaspillage des produits ligneux, impliquant donc l'abattage de nombreux arbres. Le charbonnage à lui seul a entraîné un taux de déforestation de l'ordre de 5000 hectares par an au Togo, selon les données de certaines études. Dans le souci d'apporter une réponse nationale et durable aux problèmes liés à la filière bois-énergie et aux défis posés par les changements climatiques, le gouvernement togolais, avec l'appui de l'Union européenne, met en œuvre dans les différentes régions le programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques. Le PALCC comporte plusieurs projets, dont celui lié à la promotion de la meule casamançaise dans les grands bassins d'exploitation du Togo. Les ONG Action pour la jeunesse d'Afrique, AJA, Éducation Développement, ED, et Club des Amis du village, CAV, ont été chargés d'exécuter ce volet dans les régions maritimes, centrales, Kara et Savane. À cette rencontre à Sirka, dans l'Abina, il est question de capitalisation des acquis de l'utilisation de la technique de la meule casamançaise. Avec la meule traditionnelle qui est vorace en termes de ressources naturelles, nos producteurs de charbon de bois utilisent souvent le bois vert. Or, avec la technique améliorée, nous utilisons le bois mort. Ça veut dire que, tant soit peu, la pression va être réduite sur nos ressources naturelles. Nous nous sommes dit que dans ce projet, il faut organiser les acteurs de la carbonisation. Nous avons initié les producteurs de charbon de bois à des plantations à vocation bois-énergie, avec des essences qui évoluent très vite. Nous avons formé dans le cadre de ce projet 50 tauliers soudeurs qui doivent fabriquer ces équipements. Et ces cheminées et accessoires ont été distribués aux coopératives que nous avons mises en place. Démarré en 2018 dans le souci d'accompagner une transition énergétique vers une économie plus sobre en carbone, ce projet est arrivé à terme. Les acquis sont donc là. Il revient aux premiers bénéficiaires du projet de valoriser ces acquis pour ne plus retomber dans les méthodes traditionnelles de carbonisation. Le projet de gestion durable des forêts et des terres dans les régions des savanes, Kara et centrales a pris en compte la forêt communautaire d'Afemboussou dans Tchamba. Et la gestion durable de la forêt reste l'enjeu du projet avec la formation et le développement des activités de résilience. Voyons les résultats du dit projet dans ce reportage de Désiré Aloy. Nous sommes à la lisière de la forêt communautaire d'Afemboussou dans Tchamba, une ressource qui a subi avant 2018 une pression humaine, comportement qui contribue à accentuer le dérèglement climatique. Aujourd'hui, la tendance est renversée grâce au PALCC, programme d'appui à la lutte contre le changement climatique du gouvernement togolais et de l'Union européenne au travers du projet de gestion des forêts et des terres piloté par un consortium de 5 ONG, coordonné par AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Par rapport à certains problèmes de feux de brousse, de l'abattage anarchique des arbres, la transhumance a détruit beaucoup de choses dans la forêt. La population elle-même, elle a décidé de chercher des partenaires. Et ce projet nous a appuyés en nous octroyant des bornes. Et la forêt a été agrandie à 30 hectares. Le consortium nous a appuyés à reboiser sur la partie nouvellement ajoutée à la forêt.
La lutte contre le changement climatique reste une affaire de tous. Dans ce sens, les communautés riveraines ont été renforcées dans leur résilience. Au niveau de la région centrale, nous avons accompagné 3 forêts communautaires. À part donc ces actions de création de gestion durable des forêts communautaires, nous avons appuyé les communautés à développer des activités alternatives pour leur permettre de renforcer leur résilience, leur capacité économique et donc éviter de s'en prendre aux ressources forestières. On a fait les riches là pour récolter les miels là. On ne vend plus, on ne coupe les bois plus. C'est ça, on vend les miels, on trouve de l'argent, on est rentré pour couper les bois. À cause de la forêt, tout est fraîche. Et la pluie arrive toujours chez nous ici bien. Les 3 forêts couvrent environ 600 hectares. L'autre volet du projet, la création des champs-écoles, axés sur le maraîchage écologique. Nous apprenons aux paysans à respecter l'écologie. À part les formations que le projet a eu à nous faire, nous avons bénéficié des matériels, des équipements, tels que les arrosoirs, les brouettes, les pelles, les bunettes, une motopompe. Nous, les femmes et les hommes qui sont formés, là, nous sommes aptes de faire les jardins sans utiliser l'engrais, mais on va utiliser le compost. Donc, nous remercions le gouvernement togolais et les partenaires. Au même moment, les femmes transformatrices de noix de karité ont vu leur capacité de production renforcée. Les bénéficiaires des 10 forêts communautaires dans les savanes Kara et centrales doivent pérenniser les acquis afin de faire entorse au dérèglement climatique, l'objectif visé par le PALCC. Il y a un an, un projet d'assistance aux détenus a été mis en place. Il s'agissait pour des avocats d'offrir leurs services gratuitement à des détenus défavorisés. Un an après, que peut-on retenir du projet? Les initiateurs étaient face à la presse cet après-midi pour les réponses. Edwige Atakwa Bassabi et Ramdan Bassina pour le compte-rendu. Le projet MDAO Helping Hand connaît son épilogue après 12 mois de mise en œuvre. L'initiative, dont le nom signifie prêter main forte, a permis de soutenir et d'apporter assistance aux personnes en difficulté avec la loi. En un an, le projet a favorisé le traitement de 114 dossiers, la relaxation de 30 détenus et a permis à 51 détenus d'être fixés sur leur sort. Certains dossiers ont fait l'objet de renvois pour divers motifs, mais la majorité des dossiers ont été traités, ont été jugés. Et à ce jour, les détenus ont connu leur sort. Et je vous avoue, il y en a qui sont déjà dehors. Donc c'est déjà une satisfaction. Le suivi, ce n'est plus au niveau de nous, avocats, qui avons eu à les assister. Ça devient un phénomène social. Et l'accompagnement doit se faire à plusieurs niveaux. Au niveau de l'autorité publique, on doit tout faire pour leur réinsertion sociale. S'il y a des centres de formation où on pourra les placer, si on peut leur mettre à disposition des moyens, les microcrédits et autres là, pour leur auto-emploi, à part l'autorité, il y a les parents. Les parents doivent aussi s'investir dans la réinsertion de ces détenus qui ont été jugés. Le projet est à l'actif de l'Union des jeunes avocats du barreau du Togo. Les membres de ce regroupement ont voulu donner espoir aux détenus défavorisés qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Possible réédition de l'acte dans les années à venir. Après les kits festifs pour les tout petits, place donc aux kits alimentaires pour les personnes âgées. Et c'est une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale pour permettre donc à ces personnes défavorisées de célébrer la Saint-Sylvestre dans de meilleures conditions. Et l'opération a démarré à Mandouri dans les savanes et couvrira tout le territoire national. Le compte rendu depuis Mandouri de Gérard Lagout. Le gouvernement togolais ne laisse aucune couche vulnérable de côté en cette période de fête de fin d'année. Après les centres d'accueil réservés à l'opération Noël solidaire au profit des enfants orphelins et handicapés, c'est au tour des personnes âgées de bénéficier de l'assistance en kit alimentaire sur toute l'étendue du territoire national. L'opération est lancée ici à Mandjouri, dans la préfecture de Kpendial. Il y a de cela 2 ans, nous savons tous que le monde entier vit une situation sanitaire grave, marquée par la pandémie du Covid-19, ce qui, à tous les niveaux, a ralenti et a mis en berne toutes les activités socio-économiques.
Et notre souhait le plus ardent, c'est que tout le monde entre dans la nouvelle année en bonne santé. Et cette période est marquée également par la fête, par les réjouissances, par le manger et le boire. Et si les enfants sont assistés, sont appuyés, la question que le gouvernement s'est posée, et particulièrement le chef de l'État, qu'en sera-t-il des personnes âgées? Et sur place, plus de 200 personnes du 3e âge ont bénéficié de la part du chef de l'État à travers le ministère en charge de l'action sociale des kits alimentaires. Nous avons des fils qui veillent sur nous et qui pensent à nous, les personnes âgées. Que le Seigneur le Tout-Puissant, miséricordieux, protège le président de la République, qu'il protège son gouvernement. Notre rôle, c'est de donner les conseils, c'est de surveiller les enfants et de voir dans le milieu ce qui ne va pas. D'installer la paix et la solidarité, la cohésion dans la préfecture de Pengal. Face aux défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes et plus particulièrement dans la préfecture de Pengal, les populations ont été appelées à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la réussite de l'opération Koundouare. Les bénéficiaires ont été appelés à fêter en toute sobriété dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Et les personnes âgées comme les plus jeunes devraient se protéger contre un tueur silencieux, les hépatites. Selon les spécialistes, une personne meurt chaque 30 secondes des suites d'une hépatite virale. Il est plus que vital de s'en méfier. Et c'est ce que nous rappellent ce soir Solange Amandé et Elia Bagnadao dans le dossier de cette édition. Une routine qui dure 12 ans déjà. Ce sexagénaire lutte jour et nuit contre l'hépatite C. Sous l'anonymat, il accepte de nous raconter son calvaire. J'étais au boulot et pendant tout un mois, je sentais les effets du palu chaque soir. On a diagnostiqué que c'était l'hépatite C. J'ai été dépisté positif malgré les traitements que j'ai eu à suivre en 2011 et qui m'ont valu une dépense d'environ 11 800 000. C'était tout un problème. Je viens de commencer ce nouveau traitement. Je me sens bien à l'aise. J'ai encore la force. Il y a eu des morts même dans ma famille dues à la cirrhose. J'ai perdu mon papa à cause de la cirrhose. En mars passé, j'ai perdu aussi ma petite sœur. Une maladie qui a décimé toute une famille. Ce spécialiste renseigne sur les maladies et manifestations afférentes aux hépatites. En règle générale, la définition de l'hépatite veut dire inflammation du foie. Nous avons plusieurs types d'hépatites. D'abord les hépatites alcooliques, les hépatites non alcooliques, les hépatites médicamenteuses, les hépatites virales. Et l'hépatite virale, on a 5 voire 6 types, savoir l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E et l'hépatite G. La manifestation de la maladie de l'hépatite, c'est le même signe comme le paludisme. Tu as la fatigue, tu vomis, les douleurs un peu partout, et les paumes de main, les lèvres sont jaunes. Quand tu ressens chaque fois les fatigues de telle sorte, il faut aller te faire consulter. 328 millions de personnes sont touchées dans le monde. 257 millions pour l'hépatite B et 111 millions pour le C. Le taux de décès reste élevé, 96%. Si je prends les hépatites A et E, ces hépatites A et E sont dues aux maladies de Messal. Ça vient de ce que nous mangeons. Et on retrouve les hépatites A et E dans les selles. On retrouve les hépatites B, C, D et G dans le sang. Les moyens de transmission de ces virus sont généralement, pour l'hépatite B, C, D, sont les mêmes modes comme le virus du VIH-Sida. Et pour l'hépatite B particulièrement, on l'a aussi par la salive.
à les ustensiles en utilisant les verres et en utilisant les fourchettes, les cuillères et autres. La première cause de mortalité due aux hépatites, le manque d'information. Et pourtant, c'est plus facile de les prévenir que de les guérir. La personne passe d'abord par la cirrhose et après la cirrhose, on a le cancer du foie. Il y a certaines pratiques que nous ne devons pas faire. La prise de certains médicaments et de l'alcool. Nous allons sensibiliser toute la population togolaise pour que les gens aillent se faire dépister et se faire vacciner. Dépister l'hépatite à temps permet d'éviter de prendre des médicaments à vie, comme ce patient qui visiblement en a marre, mais n'a pas de choix. Ce communiqué du gouvernement, parlons toujours de la santé. Depuis la survenue de la pandémie de la COVID-19, plusieurs actions de lutte ont été mises en œuvre, dont la vaccination, qui constitue à ce jour le moyen le plus efficace en association avec les mesures barrières. Face à l'apparition des variants et la forte recrudescence des cas confirmés de COVID-19 et pour protéger la population, il est introduit une dose de rappel des vaccins anti-COVID-19, troisième dose pour les vaccins à 2 doses et deuxième dose pour les vaccins à 1 dose. Cette vaccination de rappel concerne toutes les personnes déjà vaccinées et ayant eu leur deuxième dose de AstraZeneca, Pfizer, Sinovac ou leur dose de Johnson & Johnson il y a au moins 2 mois sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le gouvernement appelle toute la population au respect strict des mesures barrières par l'adoption des comportements suivants pour éviter cette maladie. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon et ou la désinfection des mains avec un gel ou une solution hydroalcoolique. Le port systématique de masques. Le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Éviter tout contact étroit avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires. Des dispositions sont prises au site habituel de vaccination pour assurer l'administration des doses à toutes les personnes de 18 ans et plus. Le gouvernement compte sur le civisme et la vigilance de tous pour arrêter la propagation de la COVID-19 dans notre pays. Fait à Lomé le 27 décembre 2021, le gouvernement. Et à ce jour du lundi 27 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 28 504. 236 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 058. 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 2200 et le nombre de décès est de 246. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et la planète reste mobilisée contre la pandémie de la COVID-19. Et en cette fin d'année, face au variant Omicron, plusieurs mesures sont en étude pour éviter une vague plus meurtrière en France. Regarde. Discothèques fermées et cérémonie de vœux annulée. À Rennes, les festivités du 31 décembre seront encore réduites au minimum pour faire barrage au variant Omicron. Mais les autorités iront-elles plus loin? Y aura-t-il un couvre-feu partout en France le soir du réveillon? Les habitants sont partagés. S'il y a un couvre-feu, je le respecte. Pour qu'on puisse vivre maintenant, profiter des fêtes qu'on a assez données et que le fait de encore confiner, c'est pas la bonne solution. J'espère un jour on n'aura plus besoin de tout ça, mais que pour le moment, on n'a pas trop le choix, quoi. Autre piste, le retour du port du masque obligatoire en extérieur. La mesure s'applique déjà dans quelques départements, mais elle pourrait s'étendre à tout le territoire. Une hypothèse qui divise les Français. Je ne vois pas ce que ça changerait parce qu'on est au grand air, tout simplement. Le port du masque dans l'extérieur, quand on fait plusieurs magasins, on le garde, ça évite de l'enlever, de le remettre, des fois même de l'oublier. Autre annonce potentiellement attendue, la réduction de la durée d'isolement face à Omicron. Aujourd'hui, une personne positive doit s'isoler 10 jours. Cela pourrait passer à 7, comme au Royaume-Uni. Les cas contacteux doivent jusqu'à présent s'isoler 7 jours ou 17 s'ils vivent dans le même foyer que les personnes positives. Un chiffre qui pourrait être réduit à 10. À l'école, la rentrée sera-t-elle repoussée? Le scénario n'est pas définitivement écarté. Il serait même judicieux, selon certains médecins,
afin de renforcer le protocole sanitaire. Retarder la rentrée, ça pourrait être important parce que ça laisserait le temps de mettre en place ce protocole qu'on réclame depuis 1 an et demi et qui n'est toujours pas vraiment bon ni efficace. Et ça permettrait aussi d'éloigner les enfants après Nouvel An et Noël. Le Conseil de défense sanitaire doit débuter à 16 h. Les annonces devraient être présentées dans la soirée. Deuil national d'une semaine en Afrique du Sud, le pays et la planète tout entière pleurent celui qu'on appelait l'artisan de la paix, l'archevêque Desmond Tutu. Son inhumation est prévue pour le 1er janvier 2022. Il est midi au Cap, l'ancienne paroisse de Desmond Tutu, la cathédrale anglicane Saint-Georges se réveille. C'est le coup d'envoi d'une semaine de deuil national. Tous les jours, les cloches vont sonner pendant 10 minutes. Cette cathédrale sera aussi le dernier endroit où son corps reposera, le vendredi, la veille des obsèques. À 10 h du matin, samedi, 1er de l'an, les funérailles auront lieu ici. Et c'est ici aussi que ses cendres seront enterrées. Dans tout le pays, le drapeau national est en berne et dans le monde, devant toutes les ambassades sud-africaines. La notoriété de l'archevêque était telle que les hommages viennent des 4 coins de la planète. Un géant qui s'est dressé contre l'apartheid, pour Charles Michel, le président du Conseil européen, une source d'inspiration pour des générations, a écrit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pour Bill Gates, il était un héros, un berger de la paix pour Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Un inlassable défenseur des droits humains, évoque la reine Elisabeth II, un exemple qui transcende les frontières pour le couple présidentiel américain. La Fondation Mandela, elle, évoque une perte incommensurable. Desmond Tutu, ou Arch comme il était surnommé, était une icône de la lutte contre l'apartheid, au même titre que l'ancien président sud-africain. Et c'est désormais tout un continent qui se sent orphelin. De nombreux monuments, comme l'hôtel de ville du Cap ou encore la célèbre montagne de la Table, se sont illuminés en mémoire à la petite silhouette violette de Desmond Tutu. Et pendant que l'église anglicane pleure l'un des siens, d'autres prêtres sont appelés en renfort. Les États-Unis vivent une pénurie de prêtres et font appel à des prêtres du continent africain qui doivent officier dans des conditions culturelles différentes. Nous sommes en Alabama, au sud des États-Unis, en plein cœur de l'Amérique rurale. C'est ici que vit le révérend Athanasius Abanulo. Originaire du Nigeria, il s'est installé ici il y a quelques années et sert dans 2 églises de la petite ville de Birmingham. Pas facile pour lui de s'adapter, mais il n'est pas le seul. Pour faire face à la pénurie de vocations, les églises américaines font de plus en plus appel à des religieux venus d'Afrique. Nous vivons actuellement une pénurie de prêtres et parfois pour un ministère particulier, nous en invitons à venir se joindre au ministère qui est disponible à un moment particulier. Et donc ils nous ont été d'une grande aide. Ce genre de recrutement n'est pas nouveau, les États-Unis ont toujours fait venir des prêtres étrangers. Dès leur arrivée, ils sont sensibilisés aux différences culturelles, comme éviter par exemple tout contact physique, comme enlacer les fidèles. Venant d'Afrique, nous avons un style de vie différent. Il faut le rappeler aux prêtres venant de l'extérieur. Ils viennent vers le peuple pour servir le peuple qui a déjà sa culture. Cela prend du temps. Malgré les difficultés, les prêtres africains apportent, grâce à leur culture et leur expérience, un petit plus aux fidèles sur le plan spirituel. Il apporte une grande partie de sa culture en expliquant les Écritures et en les reliant en quelque sorte à la façon dont il a grandi, et cela montre à quel point les choses sont différentes ici. Et cela nous donne une perspective que nous n'aurions peut-être pas eue. Difficile d'évaluer leur nombre, mais selon une association catholique américaine, il y aurait actuellement aux États-Unis environ 1000 prêtres provenant d'Afrique. Ils étaient 300 en 2013. Sur le plan national, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 13e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, mardi 28 décembre 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale.
Le groupe Togocom a désormais une nouvelle agence au niveau de Assivito dans la commune Golfe 4. Et c'est une initiative qui rentre dans le cadre de la stratégie de modernisation du réseau de distribution et de digitalisation des services de Togocom. Voyons cela avec Edwige Atakbabasabi et Yata Arate. Toujours plus proche de ses clients, Togocom s'installe à Assivito et dessert les environs au service des clients. Dans l'offre, un espace dédié fibre TV, des tables démo pour téléphone, un espace pour Timoni et les clients entreprises. Tout est repensé pour le confort des clients. Il est temps de passer à la transformation de notre réseau de distribution. Donc c'est une nouvelle agence, vous voyez, qui se veut moderne, accueillante et dans laquelle le client va pouvoir aller vers le service qui l'intéresse. Premièrement, le focus il est sur la qualité de service, pour être très clair. On est en discussion permanente avec le régulateur pour l'améliorer. Une des promesses de Togocom, du nouveau Togocom, c'est d'améliorer la qualité de service au Togo et de faire en sorte que la population bénéficie de la meilleure expérience data. Cette nouvelle agence est la première. Elle répond aux exigences modernes, améliore le parcours des clients en les accompagnant dans une révolution numérique. La prise en charge des demandes et des conseils se veut désormais rapide pour satisfaire les besoins des clients Togocom. La nouvelle agence est facilement reconnaissable à ses nouvelles couleurs qui symbolisent les ambitions de la marque Togocom. Et puis cette note d'information à présent, l'Institut de politique de développement de l'Université d'Anvers du Royaume de Belgique offre 3 programmes de master complémentaires en études de développement d'une durée d'1 an en plein temps dans les spécialités suivantes: évaluation et gestion du développement, gouvernance et développement et mondialisation et développement. Des informations supplémentaires pourront être obtenues sur le site du www.uantwerpen.be/development en anglais-studies. C'est officiel, la CAN 2022 se jouera le 9 janvier au Cameroun. Le 9 janvier prochain au Cameroun, les équipes participantes se préparent et d'autres sont déjà en terre camerounaise comme l'Éthiopie. L'Éthiopie est la première des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2021 à fouler le sol camerounais ce dimanche 26 décembre. C'est l'équipe au complet, accompagnée des représentants de la délégation qui ont été accueillis à l'aéroport de Yaoundé par les autorités. Pour le responsable de la délégation, il fallait prendre les devants afin de s'acclimater et de se trouver une place auprès du public camerounais. En effet, nous sommes arrivés très tôt afin de pouvoir nous préparer et nous acclimater au Cameroun, surtout avec ce climat et cette météo. Nous avons surtout voulu faire quelque chose de différent avec l'équipe. Le coach pourra quant à lui compter sur un effectif entièrement local qui évolue au pays, à l'exception de Bekele qui évolue en Égypte et de Kassim qui joue en Algérie. C'est vrai que nous sommes arrivés très tôt. Nous sommes arrivés en avance au Cameroun, mais nous ne sommes pas en avance pour la préparation. Vous savez que certaines équipes ont déjà commencé à s'entraîner il y a 1 ou 2 jours, donc nous sommes ici et nous allons commencer nos séances d'entraînement aujourd'hui. Un bloc très soudé qui évolue dans le championnat local bien organisé, pourtant dans un pays en proie à la guerre au Tigré. Nous avons une équipe très jeune, la plupart jouent à domicile dans le championnat local. Nous avons seulement 2 joueurs qui évoluent à l'extérieur. Donc avec une équipe aussi jeune, il y aura beaucoup d'énergie sur le terrain, de la motivation, et je crois que c'est le plus important. En rappel, l'Éthiopie sera face à l'Égypte, le Nigeria et la Guinée-Bissau dans la poule de Garoua. Le rendez-vous est donc pris pour le 9 janvier 2022. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Douala, au Cameroun. Excellente suite de notre programme. Au revoir.